Good. On reçoit François-Noël Brault, candidat du Parti québécois dans Chute de la Chaudière, pour un hommage à la reine. Ah non, c'est pas ça. C'est pas vrai, c'est pas ça. On a des pensées pour la personne quand même. C'est triste. À 96 ans, moi, si je me rends là, faites des jokes sur ma vie, il n'y a pas de problème. Je suis pas sûr que le prochain invité veut s'aventurer là-dedans et c'est pas le propos. On va être sérieux un peu. François-Noël, bienvenue dans les salles des nouvelles. Merci d'être là. Ben, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On a un processus, outre journée du décès de la reine, d'habitude, qui va en ce sens. On présente les motivations, le curriculum, puis la provenance, là, des racines des candidats. Es-tu un gars de Lévis, François-Noël? Es-tu natif non, de Rue-de-Dardier? J'ai passé ma jeunesse à Montréal. Donc, je suis un nouveau là, dans la région de Québec là, depuis quelques années. C'est un importé. OK. Et là, tu t'es en venu pour quelle raison? Les études, le travail, la joie de vivre, la quiétude du coin? Ben, à la base, j'avais fait un baccalauréat et puis une maîtrise, et puis à l'Université de Montréal. Okay. Là, j'avais le goût de me perfectionner en administration. Donc, en 2016, j'avais débuté là, un MBA à l'Université Laval. 2 maîtrises et un bac? As-tu un doctorat avec ça après, ou quoi? Non. C'était assez. Et c'est en quelle matière, les bacs et maîtrises? À part le donc, relations industrielles, administration, stratégie, donc un profil pas mal économique. Très bien. Et là, les emplois par la suite, tu as travaillé dans quel domaine? Oh, beaucoup de domaines. Donc, mais plus récemment, là, les 5 dernières années, j'ai travaillé en Ontario. Okay. Donc, j'ai fait de l'enseignement du français pendant 2 ans. Ah bon? Puis, je revenais là, donc, dans la région durant l'été. J'ai travaillé 2 ans pendant la pandémie dans le secteur là, des CHSLD puis la vaccination. Donc, parmi ceux là, qui mettaient les bras puis les mains dans la farine là, pour contribuer à nous sortir un peu de cette situation. Puis, j'ai travaillé aussi la dernière année, là, jusqu'au printemps, là, j'ai travaillé 1 an au service des pensions alimentaires à Revenu Québec, là, le bureau de Québec. D'accord. Un parcours avec de multiples tâches. C'est intéressant. C'est bon pour la politique, ça, généralement. La décision d'aller au Parti québécois spécifiquement, ça se fait quand? Es-tu un indépendantiste de la première heure? Est-ce que c'est l'Ontario qui t'a poussé vers le Parti québécois? Ça fait très longtemps que je milite pour le Parti québécois. Moi, j'ai 38 ans, puis j'ai commencé à militer à l'âge de 18 ans. Donc, dès que j'avais le droit de vote. Je suis quelqu'un aussi même qui surveillait là, avec attention tous les débats autour du référendum de 1995. Là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir la piqûre pour la politique. Donc, ça fait un bon bout. Alors, le bleu pâle coule dans tes veines depuis, t'as 10, 11, 12 ans dans ces eaux-là. D'accord, on a une idée de ton parcours et on peut passer aux autres enjeux qui vont nous permettre de jauger encore ce parcours-là avec ce qui est plutôt national en commençant. Puis je vais y aller avec... pour l'indépendance, ton principal argument, toi, pour ce faire, il y en a pour qui c'est économique, il y en a qui c'est simplement qu'on devrait gérer nous-mêmes les arguments de cœur. Qu'est-ce qui, pour toi, là, est le plus important pour la demande de faire un pays du Québec? Ben, c'est sûr que si on avait tous les pouvoirs en tant que gouvernement du Québec, on n'aurait pas toujours des comptes à rendre au fédéral. Toujours essayer de négocier avec un gouvernement qui, plus souvent qu'autrement, refuse nos demandes. Vous savez, là, le gouvernement de la CAQ, depuis 4 ans, a fait 21 demandes qui ont eu un accueil très froid. Alors, nous, on croit que l'indépendance va nous permettre de s'assumer, de plus avoir toujours à rendre des comptes au gouvernement fédéral. Donc, pour notre gouvernance, mettons, on va résumer ça rapidement. Gouvernance, puis ça, c'est peut-être la raison plus à court terme, mais plus fondamentalement, je crois que en tant que nation, les Québécois recherchent à retrouver la liberté finalement qu'on a perdue avec la conquête en 1760. Je pense que c'est ça fondamentalement. On a perdu notre liberté
en tant que nation, on est toujours subordonné à la majorité anglophone. Donc, c'est plus fondamentalement, c'est ce retour à cette liberté qu'on a perdue, je crois, qui motive la majorité là, des gens là, au Parti québécois. On veut corriger un peu l'erreur historique. Mais c'est peut-être un peu ethnique, un peu passéiste comme vision. Il y a des milliers de nations dans le monde, mais il y a seulement quelques centaines, mais en fait, quelques dizaines de pays. Donc, c'est l'eau de bien des nations ou des ethnies ou des populations. Pourquoi le Québec particulièrement? Parce que on aurait les moyens, simplement. C'est ce qui ferait qu'on devrait... On aurait les moyens. Donc, la population du Québec est équivalente à celle de la Suisse. La Suisse, c'est un petit pays qui est très, très riche. Donc, le potentiel économique du Québec est énorme. Quand on passe au nord, avec toutes les mines qu'on a, les ressources naturelles qu'on a, on serait riche. Ben, si on les exploitait, mais les réflexes au Québec pour l'exploitation des ressources, c'est souvent de l'empêcher. Il y a seulement une vingtaine de mines en activité présentement au Québec. Mais effectivement, je pense qu'on serait 28e au monde en termes de puissance économique, là, de PIB. C'est clair qu'il y a moyen qu'on se prenne en main, c'est sûr. Pas de doute là-dessus. Les impôts à Ottawa qui financeraient les pétrolières. J'ai entendu le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, mentionner ça à plusieurs occasions, alors que j'ai fait une invitation, je pense, là, pour le recevoir aussi. J'ai hâte de lui demander directement, mais c'est toi qui as des notions économiques, François Noël, c'est pas ça qui se produit. C'est des crédits d'impôts qui sont donnés aux pétrolières. Ça revient un peu au même. Donc, s'il y a des impôts qui sont pas utilisés, qui sont pas dans les mains du gouvernement, donc c'est de l'argent qui est finalement donné en cadeau aux pétrolières, de l'argent qui pourrait être utilisé pour les priorités du Québec, les services publics. Donc, ça revient au même que ce soit un crédit d'impôt ou que ce soit directement des subventions. La suspension de campagne pour le décès de la reine. J'ai fait des jokes avec ça. Là. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais je répète, on a de la sympathie pour la personne. Puis même aussi, moi, personnellement, pour le symbole que ça veut dire, que ça représente, c'est le symbole d'un parlementarisme qui est un des meilleurs, ou des moins pires, mettons, au monde. Mais de là à suspendre sa campagne aujourd'hui, François Legault, ce qui se passe avec lui, tu penses? Comment tu vois ça? En fait, je pense que chaque politicien a à choisir comment il veut gérer sa relation donc avec la souveraine officielle du Canada. Nous, au Parti québécois, on continue à travailler, puis même si on a un respect pour toute personne qui se retrouve dans une situation difficile. Alors... là, ça, il n'y a pas à dire. Mais en même temps, 96 ans, peut-être que c'est une délivrance aussi. OK. Il y avait des annonces pour mettre en place des contre-pouvoirs de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous décrire un peu de quoi il s'agit? C'est en attendant le référendum, j'imagine? Oui, effectivement. Il y a toutes sortes de mesures là, qui peuvent être prises de notre côté sans avoir à demander au fédéral. Donc, il y a certaines actions là, que le gouvernement peut prendre, que ça soit en immigration. Okay. Donc, nous, ce qu'on recherche au niveau de l'immigration, c'est que ça soit une immigration entièrement francophone. Donc, on veut parce qu'actuellement, il y a un problème au niveau de l'intégration des immigrants. Il y en a une bonne partie qui parle pas le français en arrivant. Puis, au bout de 5 ans et même avant, ils quittent, ils vont dans le reste du Canada. C'est pour ça qu'on a une pénurie de main-d'œuvre aussi, qu'on a une difficulté, parce que les immigrants qui étaient supposés venir chez nous, s'intégrer, ils s'intègrent pas. Ça fait que nous, ce qu'on veut, c'est que les immigrants parlent d'abord le français, puis c'est la base. Donc, l'intégration, la participation économique sera plus facile. Moi-même, quand j'étais jeune, adolescent, j'avais un peu de difficulté à apprendre l'anglais parce qu'une langue, ça prend plus que 6 mois pour l'apprendre, contrairement à ce que pense la CAQ.
Donc, ça prend quelques années. J'ai travaillé sur moi-même, j'ai fait des cours supplémentaires après les études secondaires, puis aujourd'hui, je suis parfaitement bilingue, ce qui me permet aussi même d'aller enseigner le français en Ontario pendant 2 années. Mm-hmm. Donc, je crois que les immigrants devraient apprendre le français avant d'arriver, puis ça va faciliter l'intégration. Puis, en fait, on va aller chercher la pleine capacité du nombre d'immigrants qu'on a besoin. Actuellement, le Parti québécois, on a fixé un seuil d'immigration à 35 000 parce que, dans le fond, le système actuel fonctionne pas. Il faudrait notre système, favoriser l'intégration, puis par la suite, une fois qu'on aura un système qui va vraiment intégrer comme il faut les immigrants, puis ça passe surtout par la langue, ben là, par la suite, on pourra accentuer grandement le seuil des migrations, puis alors là, chercher le plein potentiel de ce qu'on a besoin de main-d'œuvre, considérant notre pénurie de main-d'œuvre. D'aucuns ont traité un Lord Durham ou d'autres dirigeants anglophones de racistes parce qu'il y avait un souhait pour de l'assimilation. En quoi c'est moins raciste de souhaiter l'assimilation de nos immigrants en 2022? Ben, en fait, pas tellement l'assimilation, c'est un peu plus de dire pour fonctionner vraiment dans notre société, il faut parler français. On a souhaité pendant des années la régionalisation des immigrants, et des gens amenés dans toutes les villes à l'extérieur finalement de Montréal. Puis, ça se passe pas partout. Ça marche pas. Et parce qu'ils parlent pas français à un niveau suffisant. Donc, c'est juste normal de parler français au Québec pour pouvoir fonctionner dans la vie de tous les jours. Plus que juste également avoir un travail, mais vraiment collaborer, avoir une vie démocratique pleine. Donc, je pense que c'est essentiel que les gens travaillent. C'est plus que juste dire on veut les assimiler. C'est juste, dans le fond, c'est pour le bien, leur bien aux immigrants, puis également favoriser une saine cohésion de notre société, s'assurer également que les entreprises aient la main-d'œuvre requise. C'est moins violent en demandant ça aussi à du monde qui arrive ici, qui apprennent conquête, évidemment. D'accord? On va aller aux enjeux locaux, si tu veux bien, François Noël. On parle de la ferme Chapet 2 instants, parce que je suis allé en fin de semaine passée, puis je me dis qu'il faut qu'on opère. Puis là, je parle à un nationaliste. C'est long, ça fait des années qu'il y a eu des demandes au fédéral. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais élu pour le Parti québécois pour que enfin on puisse, que ça soit plus en friche, là, cette zone-là qui est une des plus belles de la région avec tellement de potentiel? Ben, je pense qu'on peut toujours travailler là, sans avoir le gouvernement fédéral dans les pattes. Donc, en travaillant avec les élus municipaux, il y a toujours une possibilité de faire du développement. Le gouvernement du Québec a des pouvoirs au niveau du développement régional. Donc, on s'assume comme parti, comme gouvernement, si on est élu gouvernement péquiste. Puis, on n'attend pas avant avec le fédéral là, pour faire le développement requis. À un moment donné, je vais trouver un constitutionnaliste puis je vais demander s'il n'y aurait pas moyen qu'on exproprie le gouvernement fédéral. Tu sais, c'est quasiment un crime de laisser une place avec tant de potentiel en friche. De même, sérieux, ça fait dur. Tu vas sur place, la vue est magnifique. La forêt, c'est pas pire. Mais les bâtiments en train de pourrir sur place, c'est pathétique. Les chutes de la Chaudière illuminées, notre ami Babu a suggéré ça il y a quelques temps, puis je l'amène à la connaissance de bien des candidats. J'en parlais avec le maire tout à l'heure, il avait l'air bien ouvert à l'idée. T'en penses quoi, François Noël? On peut-tu avoir des chutes de la Chaudière illuminées? Tout à fait d'accord. Je crois qu'on sous-estime grandement le potentiel touristique des chutes de la Chaudière. C'est un joyau qu'on a dans notre circonscription. On a adapté beaucoup tout le site pour que les gens aillent aux chutes de Montmorency. Ouais. On a la même chose ici dans la Rive-Sud. Et puis, il y aurait beaucoup d'autobus touristiques qui pourraient se rendre. Donc,
dans ma circonscription, finalement. Ouais. La chute Momo, c'est la deuxième attraction de la région de Québec. Moi, j'en reviens pas, là. Il me semble à un moment donné. Bon. Mais si elle est si populaire, il n'y a pas de raison qu'on se rapproche pas au moins un peu de ça avec. Non. Juste de faire les aménagements adéquats. Oui, ça s'en vient, ça. J'ai l'impression. Il y a eu des demandes, en tout cas, de la ville en ce sens-là. Côté culture, les annonces, les demandes pour ce qui est d'une salle de spectacle au cégep, quelques mots là-dessus. En fait, le gouvernement du Québec devrait effectivement appuyer toute demande où on favorise grandement la culture locale, la culture québécoise. Alors, moi, j'appuie tout à fait toute demande en ce sens. D'accord. On y va avec les transports qui regroupent comme thème la majorité des items populaires, en tout cas pour cette campagne-ci. Et je commencerai avec le traversier. Question de mettre ça piéton. Pourtant, c'est une soupape importante avec des problèmes qu'on a connus récemment sur l'endroit où ça traverse. Parce que les deux ponts, finalement, si on regarde ça avec du recul, c'est pas mal le même spot. Qu'est-ce que tu dis de cette vision-là? Qu'est-ce qui est prévu au PQ pour les traversiers dans la région de Québec? Pour les traversiers, je suis pas certain de ce qui est prévu au niveau du Parti québécois. Moi, personnellement, je pense qu'on pourrait maintenir les deux. Mais je pense qu'on n'a pas de position spécifique à ce sujet-là. Juste au moins que ça fonctionne, qu'il arrête d'avoir un traversier sur deux qui est en réparation presque en permanence. Ça, on s'entend, hein, François Noël, bro, que ça serait déjà une belle avancée. Mais la Société des traversiers du Québec, à date, il n'y a pas eu de sortie là-dessus de Paul Saint-Pierre Plamondon, à ta connaissance? Moi non plus. Pas pour le moment, mais il va y avoir évidemment d'autres annonces au fil de la campagne. Ça pourrait venir, d'accord. Pour ça, bon, le troisième lien, la version du Parti québécois, peux-tu nous l'expliquer, est moins connue que les deux autres, là, des conservateurs puis de la CAQ. C'est quoi qu'ils proposent? Donc, nous, on propose un premier lien, finalement, plutôt qu'un troisième lien. Donc, un train léger sur rail, l'équivalent du REM, dans le fond, qu'il y a dans la région de Montréal, qui partirait là, du secteur Le Bourgneuf jusqu'au centre-ville de Lévis. On croit fermement au Parti québécois que le projet de la CAQ n'est pas le bon. Principalement parce que dans la logique de la CAQ, ils ont oublié toute la question touristique. Ah bon? Dans le Vieux-Québec, il y a 2 millions, grosso modo, à chaque année, de touristes qui vont visiter le Vieux-Québec. Donc, si on met un lien à cette zone-là, les touristes vont l'utiliser également. Oui, mais il y a des traversiers qui sont là? Oui, il y a le traversier aussi, mais il passe aux 30 minutes, puis des fois à l'heure quand il en manque un. Oui, c'est bon. Alors, il va y avoir un problème parce qu'en fait, finalement, le lien de la CAQ va être toujours congestionné. Ça, c'est sûr. Centre-ville à centre-ville, ils vont donner raison à ceux qui parlent de demande induite comme si c'était aussi véridique que la Terre est ronde, là. Ça va être bouché après, je sais pas, quelques journées après la construction. C'est ça. Donc, on a besoin d'une plus grande capacité de transport que ça, puis on va l'avoir avec le train léger. Donc, on peut transporter beaucoup plus de gens avec le train léger. Puis, évidemment, le train léger permet de limiter donc toutes les critiques au sujet de l'étalement urbain. Ah ouais? Le train léger va permettre une plus grande densification également là, dans les deux secteurs, puis surtout le secteur des jardins de Lévis. OK. Mais l'étalement urbain s'est fait surtout à l'ouest, hein, dans la région. Justement, je suis de la Chaudière, tu sais de quoi je parle, avec Saint-Nic. Qui, moi, je suis un gars originaire de là. Ça a explosé, là, c'est pas compliqué. Puis de l'autre bord du fleuve, Cap-Rouge, Saint-Og, même là, ça va jusqu'à Pont-Rouge présentement. Tandis qu'il y a Beauport, puis la côte de Beaupré, oui, il y a une augmentation. Beaumont, puis début de Bellechasse, c'est tranquille. Il y a même des villages qui se dévitalisent. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de contrebalancer ça un peu? C'est pas vraiment de l'étalement urbain, surtout si on n'affecte pas de terres agricoles à du développement résidentiel.
Justement, notre lien de train léger, donc entre Québec et Lévis, c'est certain que ça va amener un boom économique dans le centre-ville de Lévis, parce que là, il va y avoir beaucoup plus de touristes qui vont vouloir traverser la rive avec le train léger. Donc, il va y avoir un potentiel de développement touristique énorme à Lévis, donc il va y avoir une plus grande viabilité économique dans le secteur, puis nécessairement, là, ça va être très bon là, pour l'économie du centre-ville de Lévis. François-Noël Brault, candidat du PQ dans le Chute de la Chaudière, le pont de Québec, sans parler d'indépendance, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mettons, le PQ est au pouvoir, là, puis Cendrillon a retrouvé son soulier, puis c'est une élection là, majoritaire. Mais le référendum, c'est pas tout de suite. Faut avancer. Ou même, on a un référendum perdant. Là. Écartons l'indépendance. Je comprends que c'est une bonne raison d'en parler, mais concrètement, mettons, qu'est-ce qu'il devrait faire François Legault qui fait pas en négociant avec le fédéral? Parce que c'est un peu inévitable. Ben, c'est ça, le problème, c'est le fédéral. Oui. Les histoires sur la propriété du pont, dans le fond, parce que c'est le gouvernement du Québec puis le CN qui l'utilise à titre de locataire, alors que ça serait finalement beaucoup plus simple là, si finalement le gouvernement du Québec était propriétaire du pont. On n'aurait plus de compte à rendre au fédéral. Donc, je pense que ce serait un peu de essayer d'entendre raison au fédéral. On n'aurait plus de compte à rendre au fédéral, mais il faudrait défrayer le milliard que ça va coûter pour la réfection à nous tout seuls, pareil. Oui, mais de toute façon, la facture de la réflexion là, qui est discutée par le fédéral est refilée au gouvernement du Québec de toute façon via des loyers actuellement. C'est ça qui est sur la table. Ouais. Donc, ça fait juste complexifier la situation, que ce soit le fédéral qui soit propriétaire. Donc, le gouvernement du Québec, dirigé par le Parti québécois, là, chercherait avant toute chose là, de reprendre la propriété du pont, puis de ne plus avoir de compte à rendre au gouvernement fédéral à ce sujet-là, pour que finalement la maintenance, la réflexion, le maintien de ces deux liens qui sont vitaux pour la région, ben ça se fasse, là, que ça traîne pas depuis comme ça traîne depuis plusieurs années maintenant. T'es conscient qu'avant, pareil, on payait même encore là, 7 millions par année, tu sais, on regarde ça froidement, c'est très peu. Alors, il y a eu des avantages, là. Peut-être qu'on compense un peu éventuellement qu'un loyer plus haut, c'est pas non plus farfelu complètement. Oui, ben c'est ça, mais c'est parce que le gouvernement fédéral veut conserver la propriété du pont, parce qu'en théorie, là, dans la Constitution, c'est les voies maritimes, c'est de compétence fédérale. Ouais. Donc, il y a aussi le fédéral là, qui entraves là, qui sont pas nécessaires. On perd beaucoup de temps, beaucoup d'argent finalement à s'assiner avec le fédéral. On n'a pas perdu notre temps ensemble, par exemple. Merci de t'être prêté à l'exercice. On terminerait ça avec un petit laïus que tu fais ce que tu veux avec une petite minute, inviter des gens à voter pour toi, puis dire les façons de te contacter aussi, s'il te plaît. Oui, en fait, la meilleure manière de me contacter, c'est d'aller sur ma page Facebook officielle de politiciens du Parti québécois, donc facebook.com, François-Noël Brault, tout de long. Donc c'est moi qui gère ma page Facebook. Donc si vous voulez me parler directement, envoyez-moi un message. Moi je me présente comme un candidat qui veut travailler là pour l'avenir, pour amener des solutions concrètes, résoudre des problèmes, s'assurer que les choses fonctionnent mieux à Lévis et dans l'ensemble du Québec. Et puis, je me présente contre Martine Biron. Ouais. C'est sûr que c'est une politicienne, c'est une nouvelle politicienne qui a une expérience longue de journalisme, mais qui n'a pas vraiment beaucoup non plus d'expérience en tant que politicienne. Moi, je suis quelqu'un également ça fait très longtemps là, que je suis impliqué dans l'organisation du Parti québécois et du Bloc québécois. Je vous rappellerai que j'étais candidat du Bloc québécois là, en Lévis-Lotbinière en 2019. Exact. Alors, je pense que je suis également une candidature solide qui doit être considérée là, par les électeurs.
On a pris un bon petit moment. Peut-être qu'on refera un round avant, mais c'est bon, beaucoup de logistique. Gêne-toi pas, c'est des communications. On est ouvert. Merci d'être venu aujourd'hui. C'est un plaisir. À la prochaine, François Noël. Bro, merci. Merci beaucoup. Ça m'a également fait plaisir. Yes.